Bonjour, bonsoir à toutes et tous, c'est Elsker. Pour l'épisode 15 de Parlons Constitution, nous allons parler dans cet épisode de la garantie des droits. En fait, on va commencer une série d'épisodes, 4 épisodes sur la garantie des droits, et on va se poser la question, est-ce qu'il faut garantir les droits fondamentaux, les libertés fondamentales? Allez, tout de suite, générique. Alors commençons d'abord par présenter ces notions de liberté et droits fondamentaux. Alors en fait, il y a des notions connexes, des notions proches, qui sont utilisées pour parler de ce sujet-là, mais différentes, légèrement différentes, très proches dans le sens, mais quand même différentes. Donc on va en évoquer quelques-unes de ces notions. Bien évidemment non, pas forcément, mais en tout cas ces notions que je vais aborder maintenant font en fait l'objet de définitions et d'interprétations variées, différentes. Il n'y a pas réellement d'unanimité sur leur définition. D'ailleurs, dans les textes, par exemple dans la Constitution française, on ne trouve pas de définition des droits des libertés fondamentales. Des droits fondamentaux et des libertés fondamentales. On ne trouve pas de définition. Donc les définitions que je vais donner là sont des définitions un peu personnelles, mais inspirées bien évidemment d'autres définitions que j'ai lues, de choses que j'ai vues, etc., etc. Alors, d'abord il y a les droits de l'homme ou droits de la personne humaine. Ce sont des droits reconnus à toute personne humaine, car inhérents à toute personne humaine. C'est-à-dire que ce sont des droits qu'on donne aux êtres humains parce qu'ils sont êtres humains, du fait de leur nature. Toute personne humaine acquiert ces droits parce qu'il est un être humain. D'ailleurs, on abordera le droit naturel dans l'épisode prochain. Alors ensuite, il y a le droit et libertés fondamentaux. C'est l'ensemble des droits qui sont garantis aux personnes humaines par une constitution, et ou une juridiction constitutionnelle, et ou des accords internationaux. C'est plus large, vous voyez. Ça peut être des droits qui sont donnés aux personnes humaines, ou des libertés, mais pas parce que ils sont humains. Pas car ce sont des droits qui seraient inhérents à leur propre personne. Ce sont des droits accordés par une constitution, par un accord international, par une juridiction. C'est beaucoup plus large. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les libertés publiques. Ce sont des libertés qui sont reconnues aux personnes humaines, encore une fois, dans un État, dont ce dernier, l'État, doit garantir la possibilité pour tous de les exercer afin de les rendre pleinement effectives, ces libertés. Par exemple, la liberté de réunion, ou la liberté d'association. La liberté publique, là, c'est pas dans le sens public en opposition à privé, c'est juste pour dire que l'État doit garantir, l'État doit agir, doit permettre que ces libertés s'exercent. Donc tous ces termes sont utilisés parfois, même assez souvent, ils sont confondus dans le sens où on les met tous, on dit qu'ils sont synonymes, alors que pas tout à fait, il y a des nuances, comme on vient de les voir. Donc maintenant qu'on a vu tous ces termes, on va surtout utiliser le terme de liberté et droits fondamentaux. Pourquoi? Pour rester plus large. Et donc, est-ce qu'il faut garantir les droits? Eh bien, c'est ce qu'on verra dans la prochaine partie, mais juste avant, on va voir quelque chose, on va parler de constitution politique et constitution sociale. Ce sont deux termes qui sont utilisés en droit constitutionnel. Je vais vous en donner une définition pour que vous compreniez pour la différence et pour évoquer des parties différentes des textes constitutionnels. Car oui, en France, on a surtout une constitution, mais il y a des pays où ils ont plusieurs textes. Et même, historiquement, en France, il y a eu des lois constitutionnelles. Par exemple, Troisième République, c'est pas une constitution, c'est plusieurs lois constitutionnelles. Alors, constitution politique. Qu'est-ce que c'est, du coup? Ce sont les parties des textes ou textes à valeur constitutionnelle. Pour nous, c'est surtout la constitution, mais il y a des textes qui sont à valeur constitutionnelle, comme on a vu déjà le bloc de constitutionnalité. Je vous renvoie à l'épisode précédent sur la hiérarchie des normes, où on a parlé de bloc de constitutionnalité, avec dedans, actuellement dans la 5e République, on a le préambule de la 5e République, mais aussi le préambule de la 4e République, mais également la charte de l'environnement de 2004, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et des principes fondamentaux reconnus par la République, ce genre de choses qui sont ensuite dégagées principalement par le juge constitutionnel, donc le Conseil constitutionnel. Alors ces parties ou textes à valeur constitutionnelle, qu'est-ce qu'ils font? Ils disposent, fixent, déterminent ou définissent, les mots sont à peu près synonymes, l'organisation d'un État, les règles de fonctionnement d'un régime politique, des institutions de gouvernement d'un État. Alors, c'est ce qu'on pense quand on pense à une constitution, ça dit que qu'il y a un parlement monocaméral, donc c'est-à-dire avec une seule chambre, une seule assemblée, ou bicaméral, avec deux chambres, donc deux assemblées, comment est nommé ou élu le gouvernement, s'il y a un président ou un roi, ce genre de choses. Mais
Il y a aussi la constitution sociale. La constitution sociale, en fait, ce sont les parties des textes ou textes à valeur constitutionnelle, toujours, mais qui disposent la garantie de droits et libertés fondamentaux et ou donnent des objectifs politiques. La constitution politique c'est la partie de la constitution qui s'occupe de donner l'organisation, de disposer, de définir, de fixer l'organisation d'un État, les règles de fonctionnement, les institutions, le gouvernement, etc. Et à côté, on a la constitution sociale, on distingue la constitution politique, qui parle d'objectifs politiques, de garanties de droits et de libertés fondamentaux, et qui, du coup, a une valeur un peu différente, qui, historiquement, n'était pas forcément pas très appliquée, contrairement à la constitution politique, puisqu'il y avait, là je m'avance un peu sur les autres épisodes, mais il n'y avait pas de juge constitutionnel. Il n'y avait pas de juge constitutionnel. Du coup, les objectifs n'étaient pas aussi liants que maintenant qu'on a un juge constitutionnel en France. On abordera ça dans un épisode prochain. Pour les droits fondamentaux, on abordera ça à l'épisode 18. Alors, avant de répondre à la question de l'épisode, nous allons aborder l'imprescriptibilité et l'inaliénabilité des libertés et droits fondamentaux. Alors, on avait déjà parlé dans un épisode ancien d'imprescriptibilité et d'inaliénabilité. Il me semble que c'est l'épisode 5. C'est ça. Donc je vous rappelle les définitions, et je vais vous expliquer également pourquoi est-ce que les libertés et droits fondamentaux sont imprescriptibles et inaliénables. Alors je vous remets la source à chaque fois, bien sûr, des définitions. Qualité. Pour l'imprescriptibilité, la définition c'est qualité d'un droit ou d'une action en justice qui n'est pas susceptible de s'éteindre par le non-usage, marque symbolique et pratique de la valeur exceptionnelle ainsi attachée à un droit soustrait à l'action du temps qui est de règle. Ça paraît pas très clair comme ça. On va reprendre. Qualité d'un droit ou d'une action en justice qui n'est pas susceptible de s'éteindre par le non-usage, par l'action du temps. Pour faire simple, le temps qui passe n'a aucune action, n'a aucun effet sur ce droit. Ce droit ne va pas s'éteindre, ne va pas disparaître du fait de l'action du temps. Contrairement à un mandat, par exemple. Un mandat, par exemple un mandat parlementaire, en France actuellement, c'est 5 ans. C'est prescriptible. Au bout de 5 ans, vous n'avez plus le mandat. Vous pouvez plus être député. Mais, bien sûr, vous pouvez avoir un nouveau mandat par les élections, si vous êtes réélu. Alors maintenant, inaliénable. On verra ensuite, bien sûr, pourquoi ça s'applique aux droits fondamentaux. Inaliénable, qui ne peut être aliéné, qui ne peut être cédé, tant à titre gratuit qu'onéreux, ni grévé de droit réel. Alors, grévé de droit, grévé, c'est alourdir d'une charge financière, d'une servitude. Alors, pour mieux comprendre ce qu'est l'inaliénabilité, il faut comprendre ce qu'est l'aliénation. L'aliénation, pour un bien, mais aussi pour un droit, c'est l'opération par laquelle celui qui aliène transmet volontairement à autrui la propriété d'une chose, ou un autre droit, soit à titre onéreux, la vente est une aliénation, soit à titre gratuit, comme la donation, soit entre vifs, soit à cause de mort, les legs, soit à titre particulier, le transfert du titre, soit à titre universel, le legs universel. Alors vous comprenez bien que l'aliénation, c'est le fait de perdre la propriété de quelque chose, de transmettre la propriété. Si c'est inaliénable, la propriété ne peut pas être transmise, de quelque manière que ce soit. Les droits fondamentaux attachés à chaque personne humaine, ou à chaque personne, chaque citoyen d'un pays, ne peuvent pas disparaître dans le temps. Et ne peuvent pas non plus être transmis, être supprimés, être donnés, être vendus à quelqu'un. Pourquoi? Principalement, pour une raison très simple. C'est que si ce genre de choses est possible, ils ne sont plus fondamentaux, ils ne sont plus protecteurs. Ce ne sont plus des droits garantis. Alors maintenant qu'on a vu tout ça, on va pouvoir parler des arguments, voir la réponse qu'on peut donner à cette question. Faut-il garantir les droits? De la nécessité de garantir les droits. Garantir les droits, c'est une atteinte à la volonté générale. Ça, c'est un argument. Si la loi est l'expression de la volonté générale, article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, elle ne peut être limitée, cantonnée, circonscrite. C'est un argument légicentriste. On a vu également dans l'épisode précédent ce qu'était le légicentrisme. Pour rappel, c'est le fait de dire que la loi étant la volonté générale, elle ne peut pas être contrainte par une constitution qui lui serait supérieure, elle ne peut pas être limitée par une constitution qui lui serait supérieure, tout simplement, c'est pas très compliqué. Donc évidemment,
en tant que si la loi est l'expression de la volonté générale s'exprime et elle ne peut pas être limitée par quelque chose, puisque c'est la volonté générale, c'est le principe même. Et quand on est légicentriste, c'est la loi qui est l'expression de la volonté générale, et donc elle ne peut pas être limitée par des droits et libertés fondamentaux. Mais autre argument, c'est et pour le référendum. La question se pose. Pour le référendum, c'est-à-dire pour l'expression de la volonté du peuple. Si la majorité souhaite quelque chose contraire aux libertés et droits fondamentaux, mais il y a conflit. Il y a conflit entre la volonté du peuple et les droits et libertés fondamentaux. Mais en conclusion, je répondrai à ces arguments, et je répondrai également, dans la troisième partie de ces arguments, plutôt je vais exprimer les arguments de ceux qui sont en faveur de la garantie des droits. Pour eux, c'est une protection, garantir les droits c'est une protection face aux dérives du pouvoir. Ça permet de limiter les pouvoirs. Du pouvoir en place, du gouvernement en place, de la législation, des législateurs, de l'assemblée en place, ou des assemblées. Bref, c'est un argument constitutionnaliste, et on peut y adjoindre cette limitation des pouvoirs. La notion de séparation, ou en tout cas de limitation des pouvoirs, que le constituant a voulu par rapport au législateur. Il y a d'une certaine manière, une certaine séparation entre les constituants qui exercent le pouvoir constituant, et le législateur qui exerce le pouvoir législatif, une fois la constitution faite, une fois les droits également définis, les droits et libertés fondamentaux définis. Autre argument, c'est une protection de tous et de chacun contre la majorité. En fait, ça a été aussi, c'est moins utilisé, mais ça a été utilisé surtout, pas contre la majorité, mais contre les abus du pouvoir, les dérives du législateur, les dérives du pouvoir. Car en effet, ça a été utilisé après la Seconde Guerre mondiale, parce que il n'y avait pas, dans des pays démocratiques, de réelle garantie des droits, et les pouvoirs en place ont pu donner naissance à des régimes autoritaires, voire totalitaires, des régimes fascistes, des régimes autoritaires à tendance fasciste, le nazisme, ce genre de régime. Et donc, après le traumatisme qu'a été la Seconde Guerre mondiale, cet argument a pris de la force, le constitutionnalisme également. Et donc, protection de tous et de chacun contre la majorité, car, et c'est ce qu'évoquait Alexis de Tocqueville dans De la démocratie en Amérique, pour éviter la tyrannie de la majorité. C'est-à-dire le fait qu'il y ait une majorité qui puisse imposer à une minorité sa vision des choses, sa volonté. Mais en matière de droits et libertés fondamentaux, il faut les protéger pour que la minorité soit protégée contre une majorité. En tout cas, c'est un argument qui a avancé en faveur de cette garantie. Alors qu'est-ce que j'en pense personnellement, puisque n'oublions pas cette série est politique et personnelle. Qu'est-ce que j'en pense? Alors, d'abord, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'il y avait des notions diverses et mal définies, qui ne faisaient pas consensus dans leur définition, que ce soit le droit de la personne humaine, les libertés publiques, droits et libertés fondamentaux, ou d'autres termes que je n'ai pas évoqués. On a vu la différence entre constitution politique et constitution sociale, et on a vu que les droits fondamentaux sont imprescriptibles et inaliénables. Sinon, on ne pourrait pas les appeler droits fondamentaux. Faut-il qu'il y ait une constitution sociale? Faut-il garantir des droits? Alors, pour moi, il faut garantir des libertés et droits fondamentaux pour éviter les abus de pouvoir et les dérives. Donc j'ai évoqué juste avant les autoritarismes, les totalitarismes du XXe siècle pour les éviter et protéger chacun de la tyrannie de la majorité. Juste dans la continuité historique, je suis constitutionnaliste et les légicentristes pourraient rétorquer que c'est leur argument bien sûr, que c'est contraire à l'expression de la volonté générale qui se fait par la loi, la souveraineté populaire, la souveraineté nationale, sauf que, moi je l'ai déjà évoqué aux épisodes 4 et 6, la souveraineté nationale ne s'oppose pas à ce qu'il y ait l'expression de la volonté générale par le législateur, mais également par les constituants, ou par le peuple. La souveraineté nationale n'impose pas qu'il y ait une seule personne, ou une seule assemblée qui décide, que la volonté générale ne s'exprime que par la loi. Elle peut s'exprimer également par le référendum. Le référendum pourrait être, d'une certaine manière, être considéré comme étant de la loi, surtout par rapport à la souveraineté populaire. Et donc c'est un peu compatible avec le légicentrisme, mais ça peut être également autre chose, le pouvoir constituant, le gouvernement, une partie de la population. Et donc c'est compatible avec le principe de souveraineté nationale, puisque la souveraineté nationale n'implique pas qu'il y ait volonté du peuple ou de ses représentants. Ces représentants peuvent être multiples, avoir différents usages. La volonté générale peut s'exprimer à différents ordres, de différentes manières, avec la souveraineté nationale. Mais,
Attention, la Constitution ne doit pas tout réglementer, car sinon le législateur n'a plus de pouvoir. Et ce serait un peu problématique, puisque son but c'est justement de travailler, de réfléchir, de débattre sur ce que doit être la loi. Si la Constitution réglemente tout, soit ça veut dire qu'en fait le pouvoir constituant est en fait un pouvoir législatif, qui se réunit tout le temps pour faire la loi, soit ça veut dire que la Constitution est tellement importante qu'elle fige le régime, et que la Constitution est elle-même la loi. En d'autres termes, ce serait une nomocratie. Il faudrait respecter la Constitution tout le temps, la loi, ce serait la Constitution, et on ne pourrait pas, ou très peu, revenir dessus. Également, ce n'est pas le rôle des droits fondamentaux. On a vu dans la Constitution sociale qu'elle pouvait donner des objectifs politiques. Et ces objectifs ne sont pas forcément liants pour le pouvoir législatif, ou pas complètement. Les droits fondamentaux, beaucoup plus. Et les objectifs politiques sont assez vagues pour permettre aux législateurs de faire des choses très différentes. L'interprétation de ces objectifs, parfois, peut conduire à des politiques très différentes. Mais les droits fondamentaux, eux, n'ont pas pour vocation à réglementer le pouvoir, à réglementer le pays dans son intégralité. Ils sont seulement là pour garantir des droits, des libertés, aux citoyens ou aux personnes humaines. Alors je fais la différence entre citoyens et personnes humaines ici, parce que quand je parle de citoyens, ça donne l'idée que ce sont les citoyens d'un pays et pas forcément toute la planète, tous les êtres humains. Quand je dis personnes humaines, c'est plus tous les êtres humains. Et en réalité, ces distinctions, je la fais pourquoi ? Parce qu'il peut y avoir plusieurs interprétations, plusieurs définitions, plusieurs visions des droits fondamentaux. Et c'est dans l'épisode prochain, dans l'épisode 16, qu'on verra le droit naturel. Je vous remercie d'avoir regardé, d'avoir vu, d'avoir écouté cet épisode. La fois prochaine, donc, le droit naturel, vous allez comprendre cette distinction, et vous allez aussi, bien sûr, connaître mon avis sur le droit naturel. Merci à toutes et tous, c'était Healthcare, et à bientôt!